Alors aujourd'hui, pour ce troisième atelier donc, qui se concentre sur les effets acoustiques et visuels, nous allons avoir trois interventions. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous sommes là pour analyser dans ce champ des effets de confort, puisque c'est ce que nous vous proposons dans un premier temps, de mieux comprendre les effets de confort qui nous semblent particulièrement robustes. Donc, dans ce champ des effets de confort, aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'ouïe, donc les effets acoustiques, et à la vue, les effets visuels. Donc, exactement de la même manière qu'au précédent atelier, je vous expliquais qu'il y avait deux manières en fait, de saisir ces effets. On va procéder de la même manière pour cet atelier, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la matière, ce qu'elle propose, ses caractéristiques en fait, physiques, mécaniques, ses caractéristiques esthétiques. Et de l'autre côté, on a l'occupant, la manière dont il va percevoir cette matière, cet environnement, à travers une qualité d'ambiance, une sensation de confort ou d'inconfort, et un certain nombre d'effets physiologiques que l'on va pouvoir quantifier et comprendre. Donc, c'est valable aussi bien pour le sujet acoustique, avec un certain nombre de caractéristiques de la matière qui vont induire des performances ou des comportements en matière acoustique, dans le sens, par exemple, d'un affaiblissement, comment dire, d'une absorption ou de la conduction, de la réverbération du bruit. Et de l'autre côté, sur le domaine acoustique, on va avoir une perception par l'occupant des bruits aériens, des bruits d'impact, des bruits extérieurs. Itou pour le domaine visuel, on a d'un côté ce que propose la matière avec des systèmes, des architectures, des caractéristiques physiques et mécaniques pour les revêtements également qui vont composer des environnements. Et de l'autre côté, on va avoir une perception d'ambiance avec une sensation de confort ou d'inconfort, une perception de l'espace. Et tout ceci donne des effets qui vont pouvoir être objectivés, des effets qui ne sont pas seulement subjectifs en fait, parce qu'on a tendance à considérer que la perception de l'occupant est quelque chose de très subjectif et du coup de pas tellement appréhendable scientifiquement. En réalité, le corps parle et ça tombe bien parce que ce que dit le corps nous permet de mesurer ces effets de confort. Donc pour résumer, pour bien comprendre ces effets acoustiques d'un côté, visuels de l'autre, on va avoir d'un côté des faits, du côté de la matière, et de l'autre côté, des effets du côté de l'occupant. Et en fait, des deux côtés, on va pouvoir mesurer. Donc, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec le premier focus étude. Et je vais céder la parole à Jean-Luc Kouyunji, qui est ingénieur de recherche au FCBA, spécialiste des sujets acoustiques, mais pas seulement. Il est également coordinateur scientifique sur les bâtiments multi-étages à travers l'Alliance Foodrise, et également en charge des sujets de réemploi au FCBA. Mais aujourd'hui, c'est pour le sujet acoustique qu'on va te questionner, Jean-Luc, et je vais commencer immédiatement en te demandant si tu peux nous définir ce qu'est la qualité acoustique. Oui, merci de me donner la parole et merci pour cette introduction. Alors, la qualité acoustique, quand on en a parlé, j'avais tendance à la mélanger allègrement avec le confort, mais on va dire, on va séparer les choses. Alors, la qualité acoustique, c'est vraiment la qualité technique acoustique, c'est ce qui va, disons, entre autres, nous permettre de faire de la conception, de caractériser la matière aussi, des produits, la composition des parois. Et avec ça, on va avoir des performances qu'on va pouvoir mesurer, comme par exemple l'isolement, l'indice d'affaiblissement acoustique pour ceux qui pratiquent, l'absorption selon le critère de Sabine, le alpha Sabine, pour ceux aussi qui ont l'habitude de manipuler cette matière.
Alors donc, peut-être le plus simple pour le définir, c'est de parler un petit peu du rôle de l'ingénieur acousticien. Le rôle de l'ingénieur acousticien, c'est donc de composer avec ce qu'il a. Donc, il a un savoir-faire d'acousticien, euh, d'un très haut niveau, bien sûr. Et avec ça, il va pouvoir composer des ambiances. Donc, par exemple, une construction qui a une façade qui donne sur un lieu bruyant, par exemple. Voilà, donc il va devoir se protéger du bruit environnant. Et pour ça, il va faire le choix d'un système constructif qui lui permet d'isoler la pièce où il va vivre, où il va faire vivre des gens, de l'extérieur. Ou alors, encore, l'isolement entre deux logement, donc il va avoir un séparatif qui va avoir une certaine performance. Donc, voilà. Donc il va commencer d'abord par décomposer sa structure en sous-structures de parois, et pour chaque paroi, il va donner des objectifs où il va comment dire, faire le parallèle avec la réglementation pour avoir un bâtiment qui passe à tout point de vue. Alors, c'est pour la conception acoustique, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a l'isolement, il y a aussi l'isolement au bruit aérien, aux impacts. Il y a aussi des questions qui concernent les chutes d'eau. Il y a des questions qui concernent l'interphonie avec la ventilation, le bruit des ventilations, le bruit des canalisations. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, lui, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer toutes ces informations avec ses moyens, sa connaissance, sa compétence, faire ce travail de composition et faire des calculs pour cibler ou viser une réglementation. Et donc, ce que nous impose en fait l'État au niveau acoustique. Voilà. Donc, une base de données, ça c'est la première des choses à maîtriser, avoir cette connaissance et avoir ce qu'il faut donc pour construire. Donc, si on s'intéresse par exemple au bois, la base de données, il y a allez, une quinzaine d'années, ça n'existait pas vraiment. C'était vraiment des choses qui nous venaient par bribes d'informations, un petit peu partout. À ce moment-là, il y a eu un grand projet qui a été monté dans les années 2000, bon, ça a commencé peut-être en 2005-2010, voilà, qui s'est appelé Accoubois. Je pense que pas mal de gens ont entendu parler de ce projet. C'était un projet donc, qui était là pour donner cette base de données, pour rendre disponible cette base de données ou de connaissances aux concepteurs. Donc, c'était la chose qui leur manquait. Donc, voilà. Cette brique, ils pouvaient en Alors, faire. juste une question, Jean-Luc, avant que tu nous expliques ce qu'est Akoubois et ce que ça a apporté. Je vais te poser une question béotienne, voire vacharde. C'est que le bois est souvent, on lui reproche en fait ses faibles qualités en matière acoustique. C'est souvent une crainte de la part des maîtres d'ouvrage notamment. Et du coup, je voulais te demander si cette crainte était justifiée. Alors, elle était, en fait, elle n'était pas justifiée. Non, elle n'était pas justifiée. Elle était juste, la crainte qu'ils exprimaient, c'était qu'ils n'avaient pas l'information pour pouvoir travailler avec. Voilà. D'où Donc, c'était, Akoubois. ouais, c'était vraiment, on ne connaît pas ce matériau, c'est quoi ça? Est-ce que vous avez des mesures? Et donc, pour un bureau d'études acoustiques, bah, c'est pas lui qui va aller faire la mesure. D'une part. D'autre part, le matériau bois, en 2010 ou avant, c'était un matériau challenger de la construction. Et donc, il devait montrer patte blanche et puis il n'avait pas droit à l'erreur, hein, sinon, ben, il justifiait en fait la crainte de tout le monde. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre de mauvaises utilisations du bois. Donc, on peut faire des performances acoustiques avec avec les matériaux qu'offre la filière bois, mais il faut le faire selon un certain savoir-faire. Bon, alors, tout ne vient pas de l'étranger, hein. On a aussi nos compétences en France et nos connaissances. Mais si on veut s'inspirer, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis, au Canada,
il y a énormément d'informations sur cette question. Et puis, surtout, et là, quand on va vers la qualité croissante, il suffit d'aller un peu plus au nord de l'Europe, pour la Suède, la Norvège, le Danemark, où là, on a des performances ou des produits, et avec des performances, des couples produits-performances qui sont parmi les meilleurs du monde. Et le bois est le matériau utilisé constamment. Le bois et ses dérivés, le bois et des mélanges il est utilisé bien sûr avec des plaques de plâtre, il est utilisé avec des systèmes intelligents de support élastique, il est utilisé dans des parois double support. Enfin bon, on a à double structure, on a un pléthore, enfin énormément d'informations. Et puis il y a aussi le fait que comme c'est un matériau Challenger, il est tout le temps associé à un côté innovant. Et du coup, quand vous faites que de l'innovation, vous êtes au top. Donc, on va aller chercher des systèmes super compliqués et des performances qui peuvent aller très loin. La première fois que j'ai mesuré un CLT à FCBA, alors c'était ouais, c'était ça devait être en 2000 et quelques, quoi. Je ne sais plus vraiment la mémoire. Ça devait être en 2002, 2003, par là. Donc là, on est arrivé à des mesures très, très, très bonnes, hein, très, très bonnes. Alors, c'est pas parce que c'est du CLT, mais c'est parce que c'est un matériau qui est arrivé, alors on ne le connaissait pas du tout, on l'a utilisé comme on utiliserait une planche de bois. Et puis là, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas nécessaire d'en mettre autant dessus, dessous, et qu'on arrivait assez rapidement à des performances élevées. Voilà. Donc, Accoubois, je reviens à mon idée d'Accoubois. Euh, donc, Accoubois est venu là pour répondre à ce besoin. Accoubois a permis donc de faire une série assez importante de mesures acoustiques, et on a fait des variantes dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va faire l'enveloppe. Prenons l'enveloppe. C'est une paroi à ossature bois, elle peut être isolée par l'intérieur, elle peut être isolée par l'extérieur. Et ben, on a fait une série avec l'intérieur isolé, une série avec l'extérieur isolé. On a fait ça sous forme de famille, différente à la famille des les familles des isolants à l'extérieur, etc. Et donc, on a fait des parois, des façades ossature bois. On a fait des planchers solivés, on a fait des planchers solivés à double structure, on a fait des planchers solivés avec des chapes liquides par-dessus, des chapes sèches aussi. Et en fait, on a vraiment on a travaillé sur la toiture, on a travaillé sur tous les systèmes de la construction, et puis on a donné cette base de données que l'on a mis sous forme pour accéder. Donc, on a les performances. Il a fallu rendre les choses très accessibles, et donc, eh bien, on a fait ce travail euh, de facilité d'accession à l'information au travers donc de l'outil qui s'appelle Catalogue Bois Construction. Alors, tout ce travail a été financé par le Codifab, et ce travail a pris à peu près 10 ans. Enfin, est en cours d'ailleurs, il est toujours en cours. Disons que le début d'Accoubois, c'était plutôt les années 2009-2010. Voilà, et puis il y a eu un épisode 2 en 2013, un autre épisode en 2015, un autre en 2018. Le dernier en 2018, je m'en suis occupé entièrement, puisque c'était un sujet qui était au départ porté par Madeleine Villeneuve, une collègue euh, qui est maintenant retraitée. Donc, depuis on a dû refaire des travaux sur les chaudières, la vibration des chaudières accrochées sur une structure en bois. On a fait des travaux aussi sur les machines à laver. Il faut qu'on continue à travailler sur des thématiques comme ça, puisque, comme je vous disais, les outils de l'ingénieur acoustique ont besoin de données mesurées. Voilà. Donc, si je comprends bien tout,
À travers cet important travail à Coubois, vous avez constitué une gigantesque base de données par typologie de solutions auxquelles on a recours dans la construction de bois. Et de cette base de données, vous avez fait de la modélisation. On a donné les éléments qui vont permettre en fait aux concepteurs qui ont un certain nombre, ils n'ont pas grand-chose hein, pour faire du calcul acoustique. Et donc avec ces données qu'on a été mesurées, eh bien, on peut faire de la conception, donc faire du calcul. Et c'est vraiment les outils qu'on a mis à disposition des pros, des Sur le professionnels. catalogue Bois Construction, ce sont ces outils qu'on voit là apparaître sur l'écran à gauche. En haut, on a la page sur le sujet du catalogue Bois Construction et on vous a ajouté effectivement quelques documents typiques de ce que vous pouvez charger en plus de cet accompagnement à la conception, parce qu'il s'agit de ça, je ne me trompe pas, d'un accompagnement à la conception. Tout à Oui. fait. Alors, du coup, pour juste une question par rapport à tout ce que tu viens de nous présenter d'Acoubois, question simple, est-ce qu'on répond aux exigences de qualité acoustique avec le bois? Oui. Bien. Alors, maintenant, notamment grâce à tout ce travail, on sait ce que le bois induit acoustiquement par rapport aux exigences réglementaires, ok, mais qu'est-ce que ça induit par rapport à l'occupant? Et du coup, là, je me permettrais de parler plutôt de confort acoustique, en fait. Alors, effectivement, je disais, le bois, c'est un matériau challenger, donc il doit vraiment montrer patte blanche et faire mieux que les autres, quasiment. Et donc, bon, ça se passe en général plutôt bien avec ce qu'on a comme information et comme données, mais on n'est pas à l'abri d'un mauvais calcul, d'un mauvais conseil ou alors d'un mauvais client. Voilà. Et donc, ça arrive très souvent, hein, même les mauvais clients qui vont trouver du bruit excessif dans leur chambre à coucher. Donc là, ça peut venir ça peut venir d'une erreur de conception, d'une erreur de mise en œuvre, parce qu'on n'a pas parlé. La mise en œuvre est très importante dans le travail de l'acousticien. Si jamais il y a un contact entre les deux parties d'une paroi qui sont normalement séparées ou déconnectées, eh bien, on casse tout l'effet de l'isolement. Donc, on peut faire des erreurs quand on fabrique des choses, mais aussi, on peut être excessivement exigeant. Et ça, on en a de l'exigence. Et donc, après, eh bien, il faut départager les gens qui se plaignent des gens qui ont conçu le système. Et donc, la perception peut être comment dire, distordue, ou on attend plus peut-être d'un matériau nouveau. En tout cas, il n'a pas droit à l'erreur. Voilà. Mais on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui sont contents de la performance acoustique. Oui, là où je voulais en venir, je voulais te poser la question par rapport effectivement à des exigences réglementaires et à des méthodes de calcul pour définir ce qu'est la qualité. Moi, j'ai constaté au fil des années effectivement une perception plutôt majoritairement très positive de la qualité acoustique. Et je pense que cette perception ne repose tout simplement pas sur les mêmes besoins que ce qui est calculé, voilà. Moi, je Par- dirais c'est décorrélé du bois. Hein. Les gens qui se plaignent peuvent se plaindre de l'acoustique, ils peuvent être dans autre chose qu'une construction en bois. Il y a un truc, il y a un domaine qui peut être un peu à soigner côté bois, c'est le domaine de la basse fréquence. Je pense que les gens ont entendu parler de ça. L'effet membrane, voilà, de la paroi, comme elle est légère, donc elle se comporte un peu comme une membrane ou comme une peau de tambour. Voilà, il y a des un gens qui... élastique, en fait, puisque le bois est élastique. Voilà. Et donc, bah, là, donc ça vibre en basse fréquence et en particulier dans des fréquences qui ne sont pas dans la réglementation, mais qu'on entend. Parce que la réglementation, elle démarre à 100 Hz, donc c'est une fréquence qui est audible,
voilà, et elle s'arrête à 5000 parce que entre 100 Hz et 5000, c'est le domaine de la parole. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 100 Hz, on l'entend quand même, mais ça ne nous empêche pas de parler. Et tout ce qui est au-dessus, c'est pareil, on l'entend, mais ça ne nous empêche pas vraiment de communiquer. C'était le cœur de la réflexion au moment où on a créé en fait la réglementation. Moi, je ne l'ai pas créé, hein, j'étais trop jeune à l'époque. Donc, je ne suis même pas né d'ailleurs. Oui, alors donc, la dernière réglementation a été faite alors que moi-même, je ne faisais même pas d'acoustique. C'était en 94, vous voyez. Donc, c'est il y a très longtemps. Mais il commençait à 100, il finissait à 5000. Alors là, tu viens de soulever une faiblesse, en fait, du bois vis-à-vis de l'acoustique, Oui. mais je ne doute pas qu'il ait des forces, puisque le bois est par ailleurs utilisé pour régler des sujets de confort acoustique, notamment dans des auditoriums au hasard. On va voir tout à l'heure, avec le retour d'expérience de l'utilisation de bois dans un lieu collectif particulièrement bruyant avec des enfants. Enfin, qu'est-ce que le bois apporte dans ce domaine? Alors, il a une faiblesse, on a dit cette faiblesse, c'est pas une faiblesse, il faut avoir une attention particulière aux basses fréquences et il faut résoudre le problème. Et ça, c'est le rôle de l'acousticien. Si l'acousticien est là, il n'y aura pas de souci, il saura, avec les éléments qu'on lui aura mis à disposition, avec l'étude à coup de bois et plus généralement tout ce que le Codifab a fait dans ce domaine. Donc, avec ces éléments, il a ce qu'il faut pour faire sa conception. D'accord. C'est pas évident. Par exemple, nous, on a dû faire un travail sur les basses fréquences pour les planchers légers parce que pour le plancher léger, ça ne marchait plus si on intégrait les basses fréquences. Du coup, on a fait une nouvelle conception de parois légères, alourdies avec du gravier. Donc, c'était un petit peu. Ou alors des éléments de dallage en petits morceaux posés comme ça sur le sol, Donc, il n'y a euh, pas de cours, en plus. avec une table sèche. Voilà, donc on compose et juste on passe bien sûr qu'on passe à l'aise la réglementation et on passe aussi le critère basse fréquence. Voilà, donc on a ces éléments, et il peut intégrer, employer, etc. Le bois est un matériau très apprécié, hein, très apprécié de la conception comment on va dire, on en parle aujourd'hui, donc esthétique, il est esthétique, il est performant, il pousse, il est naturel, on en aura dans 2000 ans, c'est sûr. Il est apprécié. Il y a beaucoup de gens qui vont vers le bois par adhésion totale. Et du coup, bon, ils ne vont pas voir de défaut. Au bois, ils vont apprécier. Vous voyez, donc moi, j'ai eu toute une activité sur l'énergie du bâtiment et la thermique, avec des gens qui vivaient dans des maisons en rondins. Ils ne voulaient pas mettre d'isolant parce que ça marchait très bien, ils n'avaient pas froid. Et puis alors qu'elle n'était pas réglementée à la maison. Hein, rondin, même si les rondins font 40 cm, c'est pas suffisant en termes d'isolation. Alors, Mais quand justement, même, ils étaient contents. Ils étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient en chemisette, et puis ils vivaient bien, quoi. Alors, non, mais ça, alors c'était, ils avaient soit une estime énorme, soit on était incapable de savoir ce qui se passait au niveau thermique dans ces maisons. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. alors justement, puisque tu parles de thermique, il y a des interactions en fait entre ces effets. Et Oui. le bruit et les effets acoustiques ne sont pas totalement autonomes. Mm. Ils sont bien souvent liés à d'autres effets. Et je sais que tu t'es effectivement particulièrement intéressé à cette approche Mm. multicritère vis-à-vis du confort. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, on a vécu un bouleversement en fait des habitudes en construction, parce on a rentré d'un coup dans le domaine de on va dire, de l'énergie du bâtiment. Voilà. Donc, du jour au lendemain, on ne parlait plus que de ça. Et donc, on parlait de performance énergétique à tout bout de champ, et ça a été vraiment un bouleversement. Et donc, là encore, l'estime du bois s'est manifestée, et les gens ont considéré, en fait, et sans qu'il y ait un très gros travail de fait au niveau communication, mais tous les gens qui travaillent sur le bois peuvent quand même
se féliciter de cette chose-là. Le bois est devenu, alors je me rappelle, ils aiment bien cette expression, le bois est devenu le matériau totem de la construction pour le bâtiment basse consommation. Voilà, d'un coup. Et ça, c'était dans les années 2007-2008. Donc, pour faire des maisons basse conso, pour faire des maisons écologiques, des maisons environnementales, boum, le bois partout. Voilà. Et donc à ce moment-là, moi, j'ai dû répondre à des appels d'offres de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et quand je faisais une recherche sur les mots, je recherchais acoustique et il y avait 0 fois acoustique. Et ça me parlait que de bâtiments efficaces en énergie, que d'intégration de matériaux de changement de phase, que d'intégration de menuiserie haute performance, que de produits énergétiques, de photovoltaïque, etc. Et donc, moi, je leur ai dit, hop là, stop, écoutez, on ne peut pas s'intéresser à l'énergie sans s'intéresser à l'interaction. Et donc, par rapport à ce qu'on voit à l'écran, en fait, l'acoustique, bien sûr, interagit avec les autres domaines. En tout cas, la construction, c'est le multicritère dans son ensemble. Quand il y a du bruit, on ne va pas se mettre dans une maison acoustique, et quand il y a du froid, on ne va pas se mettre dans une maison thermique. C'est la même qui fait la même chose, quoi, qui fait tout. Et donc, il y a des choses qui marchent en thermique qui ne marchent pas en acoustique. Voilà. Comme Alors, et je finis ma phrase, il y a des choses qui marchent en thermique et qui ne marchent pas en acoustique, mais par contre, tout ce qui marche en acoustique marche aussi en thermique. Jusque-là, j'étais à l'aise. Et donc, alors, ce qui ne marche pas en acoustique quand ça marche en thermique, c'est typiquement les produits à base de polystyrène. Ça fait une caisse de résonance. Ça fait, alors, il y a des produits qui ont été étudiés spécifiquement pour enlever cet effet de conduction mécanique du polystyrène. Donc, il y a le polystyrène élastifié qui est un polystyrène acoustique. Donc, les gars, ils ont travaillé sur cette question. Mais il n'empêche que toutes les solutions thermiques ne sont pas bonnes en acoustique. Il faut qu'elles soient acoustiquement travaillées pour être bonnes en acoustique. Il y a d'autres choses. Alors, de mémoire, je ne me souviens plus, on en avait trouvé une petite dizaine de choses qui variaient. Il y avait des choses sur la position de la menuiserie sur la façade. Il y avait, voilà. Donc, il y avait pas mal de choses intéressantes qu'on a pu étudier là-dessus. Et là, pareil, on avait fait, c'était le début quasiment de Coubois, c'était avant. Hein. Avant Coubois, on s'était mis à faire des bases de données, euh, on avait fait une 100, 200, 150 peut-être, 150 mesures. Et j'avais fini par une mesure d'une toiture avec des panneaux photovoltaïques pour remplacer des tuiles, pour voir quel est l'effet de remplacement de tuiles, etc. Donc oui, interaction acoustique thermique, ça existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui sont sur la vibration. La vibration et la conception d'éléments de comportements vibratoires des structures dus au vent quand on parle des bâtiments multi-étagés, mais aussi dus à l'activité humaine. Voilà. On a beaucoup de sujets d'interaction. C'est à peu près la même physique. Hein. La vibration et l'acoustique. L'acoustique, ça va très haut en fréquence. Et la mécanique, c'est plutôt basse fréquence, quelques hertz. C'est l'effet d'élasticité sous les pieds, quoi, voilà. Qu'on le ressent, hein, qu'on le ressent avec tout son corps. D'ailleurs, toute la vibration, on le ressent avec tout son corps. Hein. Je pense qu'on ne le ressent pas uniquement avec les oreilles. D'ailleurs, il y a même des capteurs maintenant, aujourd'hui, où on va mettre comment dire, alors, c'est pas des haut-parleurs, c'est des transducteurs. les amplis. Ouais, on les met juste derrière l'oreille et puis on ne se bouge pas les oreilles. Du coup, on peut entendre ce qui se dit par ailleurs, mais la musique vous arrive à la tête, au cerveau, quoi. C'est ce qu'il demande. Et pour conclure, Voilà. cette dernière interaction que tu voulais soulever, qui est Ouais. hyper intéressante, mais qui est intrigante, comment ça, acoustique et société? C'est Alors, quoi? Est-ce qu'il y a une acoustique par classe sociale? combien tu me donnes? Ouais. Ah, On a encore le temps il de faut parler aller de ça? vite. Après, il faut laisser parler Florence. Alors, donc, moi, la question d'acoustique et de société, bon, pour moi, c'est important parce que, en fait, le premier effet, c'est que les gens qui sont consommateurs d'acoustique sont dans les zones bruyantes. C'est les derniers terrains de l'urbain, quoi. Les zones bruyantes entre l'autoroute et le train.
les zones de forte activité, les rues en U. Donc voilà, donc c'est des terrains dont quelque part personne n'en voulait au début, et puis à la fin, bon, on est bien obligé d'utiliser ces lieux parce que la densité urbaine est telle que bah, il faut bien utiliser ces endroits-là. Et du coup, l'acoustique va intervenir très fortement, et les solutions acoustiques en général, pour se prémunir contre des choses simples, le cuicui des oiseaux, c'est pas difficile, mais dès qu'on va avec des zones donc bruyantes, quand on est plongé dans des ambiances bruyantes, et quand on a une forte densité urbaine, eh bien, on a besoin de systèmes qui coûtent plus cher. Et donc coûter plus cher, c'est une chose, mais coûter plus cher pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est terrible. Donc en général, c'est pour on va dire, les catégories sociales les moins riches qui vont devoir être les plus performantes en acoustique. Alors c'est un chassé-croisé qui est difficile à régler, ça. Il y a aussi quelque chose de très simple qu'on peut observer, c'est que en fait, les lieux les plus silencieux, les plus agréables à vivre, en général dans les villes, et ben de là, on a eh bien, des élèves qui réussissent bien, enfin, la gêne du bruit est quelque chose qui impacte très fort sur le vécu des gens de façon très classique. C'est pour ça que je posais la question jusqu'où on peut aller dans cette réflexion. Euh, C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment efficace en énergie, on économise de l'argent, et du coup, finalement, l'investissement, on le récupère. Ça, c'est super. C'est rare, hein. On économise aussi les matériaux et l'énergie de la planète, c'est super en énergie. En acoustique, quand on améliore l'acoustique d'un bâtiment, ben, on peut y vivre. On peut y vivre au calme. Et bien ça a un prix, mais ça rapporte aussi. Et il faut en être conscient, parce que plonger un gamin dans une ambiance super bruyante et en faire quelqu'un de capable de se concentrer et d'être bon à l'école, tout simplement, eh ben, c'est très difficile. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on va voir après avec Corentin. Du coup, je suis désolée, je te coupe la parole, Jean-Luc, il va falloir qu'on cède le micro à Florence. Juste en guise de conclusion, Oui. je poserai la question, est-ce que le silence ne serait pas un luxe? Et d'une, et de deux, il me semble qu'on vient de voir ensemble à travers tout ce que tu nous as dit, que le bois sait apporter des solutions à la fois pour répondre à la nécessité de qualité acoustique, mais aussi pour augmenter un certain confort acoustique pour l'occupant. Et que même parfois, on réussira à apporter ce calme dans des endroits collectifs, comme on le verra parfois dans des écoles. Et du coup, immédiatement, je te cède la parole, Florence, donc le docteur Florence Avia, docteur en biologie et chercheur, experte du sujet bois-santé, va nous décrire 4 études pour nous permettre de mieux comprendre les effets induits par la vue d'un environnement bois. Donc, comment l'environnement bois engendre, selon les essences, bien sûr, leur couleur, les quantités, des effets qui pourraient être vertueux. De manière plus claire. Alors, effectivement, on va faire un focus maintenant que Jean-Luc nous a donné énormément d'informations sur tout ce qui était bois et confort acoustique. Moi, je vais plutôt me focaliser sur le bois et le confort visuel, donc sur tout ce qui se voit. Donc, j'ai choisi 4 études qui ont chacune des objectifs bien différents dans des situations différentes. Sachant que ces études sont des études, la plus récente est on va dire la plus ancienne sur les 4 est de 2010. Donc, faut voir que ces résultats, effectivement, ces données ont commencé à être étudiées comme à Coubois il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Donc là, on aura 4 études, les États-Unis, Québec, Chine et Slovénie, sur ce sujet de l'évaluation du confort visuel. Alors, la première, c'est Fell, qui a fait une thèse en 2010 aux États-Unis sur l'influence de l'aménagement intérieur sur le bien-être et la productivité du salarié dans son bureau.
Et pour ça, il a tout d'abord évalué les effets de 4 environnements de travail sur le confort des usagers. Il a eu une cohorte de 119 sujets qui ont été exposés à 4 environnements tests que je vais vous décrire dans la slide suivante. Et il a fait des mesures tant en électrocardiogramme que ce que l'on appelle l'activité électrodermique. Alors, c'est la température corporelle et c'est aussi la conductance dermique, c'est-à-dire on prend le courant électrique, entre guillemets, qui est sur votre peau, parce que ces 3 indicateurs, finalement, sont des indicateurs qui sont capables de mesurer le stress des personnes. Et lui, il a fait ces mesures avant que les personnes soient exposées aux environnements tests, pendant le test, bien sûr, et juste après le test. Alors, les environnements qu'il a testés, les voilà. Donc, je peux vous dire, comme ça a été dit dans la thèse, ce sont des meubles Ikea. Voilà. Donc, il y avait des meubles non bois sur votre gauche et des meubles bois qui sont sur votre droite. Et il a également inséré le paramètre biophilie en mettant dans des bureaux des plantes ou dans des bureaux et des bureaux sans plantes. Donc, il voulait aussi voir si cette notion de biophilie, en apportant des plantes en plus du bois, aurait une influence sur les résultats. Et il en a déduit des conclusions très simples. Alors, au niveau cardiovasculaire, il n'y a pas eu de résultats significatifs. En revanche, quand il a surveillé la température corporelle et également cette conductance dermique qui reflète donc le niveau de stress des personnes testées, eh bien, il a permis de mettre en évidence qu'il y a une diminution significative du stress des personnes en contact avec le bois. Et cette diminution de stress va peut aller jusqu'à 20%. Ce qui n'est pas négligeable. En revanche, vraiment, le paramètre qui a fait qu'il y ait cette diminution de stress, c'est le bois. Parce que le fait qu'il y ait des plantes ou pas de plantes n'a pas implémenté, dans tous les cas, cette diminution de stress. L'étude suivante, donc là, on part à Québec. Donc, c'est une étude menée par l'équipe de Poirier en 2019, donc vraiment une étude récente, où là, ils ont voulu évaluer donc l'impact des environnements en bois qui sont éclairés par une lumière naturelle sur la perception et le bien-être humain. Et pour ça, ils ont voulu évaluer les effets de différentes couleurs de bois, différentes finitions de bois et différentes proportions de combinaisons de surface en bois sur la perception humaine. Alors, 80 sujets ont été exposés à 5 dispositifs tests pendant 1 minute. Alors, 1 minute, vous allez me dire, c'est vraiment très peu, mais je vais vous montrer ce qu'étaient ces dispositifs. Donc, et là, la méthode, c'était un simple questionnaire, si on peut dire, parce que, en fait, les dispositifs, c'était comme des jumelles qui donnaient, les personnes devaient regarder dans ces espèces de jumelles et les dispositifs faisaient plus d'1 mètre carré. Et à l'intérieur, on avait reconstitué, comme vous pouvez voir sur cette slide, on avait reconstitué différents mélanges, différents pourcentages. Ici, différents pourcentages de surface de bois. On a mélangé entre des bois clairs et des bois foncés. Pour certains, il y avait plus de murs peints en blanc ou alors c'était le sol qui était clair, etc. Donc, il y avait vraiment différentes situations possibles qui est possible de rencontrer sur le terrain. Et de cette étude, en fait, les personnes, lorsqu'elles avaient terminé de regarder ces dispositifs qui étaient éclairés par la lumière naturelle, on leur demandait ce qu'était leur ressenti et d'écrire en quelques mots ce qu'était leur ressenti. Et ce que vous pouvez voir, excusez-moi, je retourne en arrière, hop là. Ce que vous pouvez voir, ce qui en est ressorti, donc avec les dispositifs les plus foncés sur votre gauche, c'est qu'il y a vraiment des mots, on va dire, un peu négatifs, quoi. C'est foncé, c'est oppressant, il fait froid, franchement, c'est ennuyeux, triste, voilà. Alors que dès qu'on attaque avec des éléments plus clairs et notamment
ce dispositif-là où on a beaucoup de bois clair, on va avoir des mots comme lumineux, naturel, relaxant, chaleureux, bien entendu, mais aussi tout ce qui est la joie. Et on a ce mot de productivité qui arrive dès qu'on attaque avec des éléments clairs. Donc, effectivement, les auteurs ont conclu en disant que plus il y avait d'éléments en bois clair dans une pièce, et bien plus le bien-être et le confort, ici quand même de 80 participants, 80 sujets, étaient exprimés. Et les auteurs vont même encore plus loin en concluant que les designers et architectes devront être vigilants quant au choix des différentes essences de bois qui sont utilisées en fonction du lieu à construire ou à rénover. Effectivement, peut-être qu'il faut faire attention quand on va faire des bureaux versus une maison individuelle, un hôpital. Voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut se pencher pour ce stimulus visuel. Alors, ici, c'est une étude qui a été réalisée en Chine par l'équipe de Zhang, où l'objectif était d'évaluer l'influence de la couleur de l'essence in situ, c'est-à-dire en aménagement intérieur. Ici, 20 sujets ont été exposés pendant 1 heure à 2 couleurs différentes de bois, une couleur foncée et une couleur claire. Et là, comme dans la toute première étude que je vous ai décrite, on a également pris comme indicateur l'évolution des moyennes de température de la peau pour voir le niveau de stress des personnes quand elles voyaient soit du bois foncé, comme vous pouvez voir sur votre gauche, soit du bois clair, comme vous pouvez voir sur votre droite. Donc ici, ce sont les résultats des relevés de température de ces 20 participants pendant plus d'1 heure. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les 3 courbes qui sont en bas, qui diminuent, c'est-à-dire les 3 courbes où les températures corporelles sont les plus basses, ce sont les courbes où il y a des pièces avec du bois. La pièce non bois, c'est la courbe qui est en noir, et c'est la courbe où les gens finalement ont exprimé le plus de stress en ayant une température corporelle qui ne cessait d'augmenter. Et les meilleurs résultats, c'est pour la pièce où on a 50% de bois clair mélangé à 50% de murs peints en blanc, donc de murs clairs. Et effectivement, la diminution du stress, elle a été reliée au fait qu'un environnement optimal observé dans cette étude, c'était 50% de bois clair plus 50% de murs peints en blanc. Et là, c'est pareil, hein, l'étude et les auteurs disent que la présence de bois clair apparent diminue le stress et qu'on a un meilleur équilibre entre les surfaces de bois et on a encore un meilleur équilibre, un meilleur résultat avec un équilibre entre les surfaces de bois claires et les surfaces peintes qui sont claires également. Alors, la dernière étude, c'est une étude qui a été réalisée en Slovénie par Burnard et Kutnard, qui sont 2 chercheurs qui dirigent l'Institut du bois, qui est le pendant FCBAM en Slovénie, qui est InnoRenew. Et là, l'objectif était d'évaluer les effets de 3 environnements de travail, en bois ou non bois, sur le stress des sujets. Là, c'est quand même 61 sujets qui ont été suivis sur 3 environnements tests, qui ont été exposés pendant 75 minutes, et ce 2 fois, à 10 jours d'intervalle, pour être sûr que ce n'était pas pas une habitude, mais plus le fait que le cerveau se soit acclimaté à cet environnement et finalement réagisse toujours de la même manière. Donc, ça, c'était vraiment un paramètre qu'il fallait retenir pour cette étude. Et ici, on a les 3 environnements. Donc, sur votre gauche, l'environnement contrôle qui n'est pas en bois. Et ensuite, alors les photos, c'est les photos de la publication. Hein. Ce n'est pas super, hyper bien différencié entre le chêne et le noyer. Donc, c'est ici les 3 environnements qui ont été testés. Voilà. Et la conclusion donc, de cette étude, c'est qu'on a un niveau de stress qui est significativement plus faible dans le bureau chêne versus le bureau contrôle. Par contre, il n'y a eu aucune différence qui a été mise en évidence entre les personnes qui avaient été exposées au bureau en noyer versus le bureau contrôle. Et là, les conclusions de l'auteur, c'est pareil. C'est quoi qu'il en soit,
Les interventions dans l'aménagement intérieur montrent des diminutions quantifiables du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone, je ne l'ai pas dit, c'est l'hormone qui a été prélevée tout au long de cette étude et c'est une hormone qui est révélatrice du taux de stress des personnes. Et effectivement, comme on arrive à quantifier cette hormone, eh bien, on a un moyen qui est utile, abordable et facilement disponible pour améliorer la santé des employés de bureau. Donc, ce qu'il faut retenir effectivement, c'est qu'on a certaines essences de bois qui peuvent avoir un effet très positif sur cette diminution de stress. Et dans cette étude, c'était le chêne. Donc, la conclusion de mon intervention, c'est que tout ce qui est effectivement, comme on a vu avec Jean-Luc, on a quand même de forts arguments scientifiques qui sont vraiment robustes concernant l'acoustique. Et concernant le visuel, on a aussi des études à l'international qui ont été réalisées, qui sont vraiment, vraiment importantes. Et donc maintenant, c'est des études qu'il faut suivre, continuer à suivre, parce que d'autres essences vont être étudiées et d'autres environnements testés également. Mais qu'en est-il sur le terrain? Alors, peut-être évidemment qu'avec Corentin, on pourra voir ça plus précisément. Merci. Puis, sur ces bonnes paroles, nous allons en rester là parce que je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Notre architecte a de gros soucis et ne peut pas nous rejoindre. Donc, je vais tout de même vous montrer ce dont il aurait dû nous parler. Ah oui. Rapidement, il y a de jolies choses. À Paris, mais pas que. Et donc, pour les petits-enfants. Et donc, avec un vrai sujet bois embarquant des biosourcés et Corentin Michel, qui ne peut pas vous en parler, j'en suis absolument désolée, a dû évidemment traiter le sujet acoustique et on voit à travers ces photos qu'il semblerait que, comment dire, le sujet visuel n'est pas absent de ses réflexions et qu'il essaye de créer une ambiance qui déclenche quelque chose. Du bois clair. Tout à fait, et ça correspond tout à fait effectivement à ce qu'on a vu précédemment avec Florence, une proportion assez savamment dosée de bois, mais pas que. En tout cas, merci à tous.